suis très très contente d'être là et j'aimerais vous raconter un peu comment je me suis retrouvée là. Et j'ai écrit aussi pour vous ce que je considère comme les 10 commandements de l'entrepreneur. Alors moi, je suis sénégalaise, j'ai fait mes études à Dakar, j'ai fait l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Et lorsque j'ai eu ma première partie du bac, mes parents m'ont envoyée au Canada. Et au Canada, j'ai fait un DUG en économie. Et je suis ensuite allée à HEC, Montréal, où j'ai fait un bachelor en finance. Après mes études au Canada, je suis rentrée. Je ne suis pas restée parce que je trouvais qu'il faisait beaucoup trop froid. Et je suis rentrée à Dakar et j'ai commencé, mon premier travail a été à l'ISM. Il y a de cela presque 24 ans. Et ensuite, j'ai rejoint Ernst & Young. J'ai fait une carrière en audit. Et ensuite, je me suis mariée. Et je me suis retrouvée en Afrique du Sud avec mon mari. Et donc, j'ai démissionné pour le suivre. Et arrivée en Afrique du Sud, j'ai été CFO, Chief Financial Officer, directeur financier, d'une compagnie sud-africaine pendant 8 ans. Une compagnie aérienne qui ouvrait ses lignes sur l'Afrique australe et surtout qui louait des avions. Après 8 ans dans cette structure-là, je me suis retrouvée au niveau de la SFI, qu'on appelle IFC en anglais. Donc j'ai fait 10 ans à la SFI. Et ensuite, je viens de rejoindre très récemment ONU Femmes. Et ONU Femmes, c'est la structure des Nations Unies qui s'occupe de l'égalité des genres. Alors, comment on sort du monde de la finance pour se retrouver aux Nations Unies? Il y a des événements que j'appellerais structurants dans la vie de quelqu'un, des événements clés. Il y a à peu près 7 ans de cela, au niveau de IFC, mon directeur régional m'a écrit pour me dire il y a un réseau de femmes qui existe en Asie et on souhaiterait le répliquer en Afrique subsaharienne et on aimerait que tu animes ce réseau de femmes-là. Dans notre institution, on faisait ce qu'on appelle le Talent Review et 25 femmes africaines avaient été identifiées comme étant du talent. Et on m'avait demandé, étant l'une parmi elles, d'organiser ce réseau de femmes. Et je n'ai jamais vu un groupe de femmes aussi réticent. Ces femmes n'avaient pas envie qu'on les mette dans une boîte. Elles avaient l'impression qu'elles avaient les mêmes capacités que leurs collègues hommes et que le fait qu'on les mettait dans un réseau de femmes est une façon de dire qu'on était faible et qu'on avait besoin d'aide dans le groupe de la Banque mondiale pour avancer dans nos carrières, etc. Donc elles n'étaient pas contentes. Finalement, ils nous ont donné de l'argent et nous sommes venus au Sénégal. Moi, j'étais basée en Afrique du Sud. Nous sommes venus au Sénégal pour une retraite de 2 jours. Et je pense que c'est une retraite qui nous a transformés jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'on avait eu une facilitatrice kenyane qui nous a transformés et qui nous a dit « mais on vient de vous donner du pouvoir ». Puisque les 25 femmes que vous êtes dans le management de la SFI sur le continent, vous participez à toutes les décisions d'investissement. Donc vous êtes la voix à la table de toutes ces femmes qui ne sont pas à la table. Donc la question n'est plus une question personnelle, c'est que vous avez un mandat. Et je pense que depuis ce jour-là, je me suis engagée. Et donc c'est devenu un motto, c'est devenu un sacerdoce. Et je ne viens pas forcément d'un passé militant. Au niveau de ONU Femmes, j'arrive et je trouve des femmes qui sont des femmes de terrain, qui connaissent tous les sujets, la violence faite aux femmes, les pratiques traditionnelles qu'il faut changer, comment aider les femmes à participer politiquement. Le Sénégal, on a la parité à l'Assemblée, etc. Moi, je viens du monde de la finance et donc ma responsabilité, c'est Economic Empowerment. Autonomisation économique des femmes. Comment faire pour qu'elles aient plus d'argent dans leur poche? Donc un jour, je suis assise dans mon bureau au Kenya
Et je reçois un mail de ONU Femmes qui m'encourageait à postuler pour ce poste de Regional Advisor Economic Empowerment et basé à Dakar. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle quand les étoiles sont alignées. Hein. Moi, je rentrais chez moi pour travailler sur un sujet qui me passionne et dans mon propre pays et avec des responsabilités sous-régionales d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le genre. Et je partage toujours avec les gens et les jeunes une anecdote. Vous vous imaginez si tous les Chinois faisaient un bond ensemble aujourd'hui? On aurait un tremblement de terre. Alors imaginez-vous que nous sommes plus de femmes que de Chinois. Et que si aujourd'hui on se mettait tout ensemble, qu'on pourrait faire trembler cette terre-là. Moi, c'est ça mon parcours, il est très simple. Je pense que ce que je pourrais partager avec les entrepreneurs et les personnes qui sont venues pour le Leadership Talk, moi, il y a quelque chose de fondamental, c'est que je ne considère rien comme un échec. Tout ce qui vous arrive est une leçon. Et surtout, tout ce qui vous arrive est une opportunité. Que ce soit un leadership talk où vous avez décidé un après-midi de venir écouter, vous ne savez pas si c'est une belle rencontre que vous êtes en train de faire avec quelqu'un qui est assis à côté de vous. Mais en tout cas, tous les moments sont des moments d'opportunité. Donc moi, lorsque la première fois que j'ai appliqué pour la Banque mondiale, je n'ai pas eu le poste. Et j'étais surprise. J'étais plus jeune, là j'ai 46 ans, à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, et je ne comprenais pas pourquoi il ne m'avait pas pris. Je me suis dit, ah, mais c'est quelqu'un qui doit connaître quelqu'un, bon, etc. Et je me suis rendu compte qu'un an plus tard, je suis rentrée au niveau de IFC, qui est toujours le groupe de la Banque mondiale, mais à un poste beaucoup plus élevé, un an plus tard. Donc ça veut dire que tout ce qui nous arrive, parfois, il faut toujours se dire, est-ce que ce n'est pas le timing? Est-ce que c'est une façon de me diriger vers autre chose? La deuxième chose qui est fondamentale dans mon approche leadership, c'est surtout que je suis toujours dans des moments de gratitude. Moi, ma reconnaissance, je l'écris tous les soirs et j'encourage les gens à le faire. Ça fait que vous vous retrouvez toujours dans une énergie positive, je dirais, dans tout ce que vous faites. Ensuite, il est très important de s'accompagner avec des gens qui vous inspirent. Moi, dans ma vie privée, j'ai très peu d'amis, très peu de fréquentation, parce que j'aime avoir des amis et des fréquentations qui m'inspirent. Des personnes qui me donnent envie de faire mieux, de faire plus, et surtout qui sont engagées. Et c'est extrêmement important. La quatrième chose que je dirais en termes de leadership, c'est qu'il faut savoir partager ces opportunités avec les autres. Plus vous aidez les autres à se développer, plus vous allez vous développer. Dans le cadre de mon travail, plusieurs fois, on m'a proposé des postes dans des conseils d'administration. Quand j'étais au niveau de la SFI, je ne pouvais pas accepter ces postes-là. Puisque c'est une entité, c'est une institution qui a énormément d'investissements dans le secteur bancaire, et la plupart de ces offres que je recevais de conseil d'administration étaient dans ce secteur-là, donc je ne pouvais pas les accepter. Mais quelque chose qui est fondamental, c'est que je recommandais toujours quelqu'un. Donc si aujourd'hui vous avez une opportunité de stage ou une proposition que vous ne pouvez pas saisir, il est important de donner cette opportunité-là à quelqu'un d'autre. Parce que vous serez étonné, plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, je trouve que c'est extrêmement fondamental. Et c'est ça qui a forgé mon parcours. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu rentrer au Sénégal. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas qui a envoyé mon CV à ONU Femmes. Lorsque nous parlons d'entrepreneuriat et de genre, on parle de deux choses très importantes. Moi, lorsque je regarde le genre, je vois une pyramide. Et dans cette pyramide-là, le top
le sommet, c'est le leadership. Et quand je parle de leadership, ce sont les femmes dans des postes de décision. D'ailleurs, on l'a dit lors du lancement du club d'investissement des femmes, le 8 mars, les femmes sénégalaises ont lancé le premier club d'investissement, 250 millions. Et l'objectif, c'est que d'ici un an, de créer un fonds d'investissement, un capital risque, pour les PME et PMI qui appartiennent aux femmes. Messieurs, je suis désolée, mais c'est pour les femmes. Et on lui disait que nous aimerions, à part la parité, ça c'est la participation politique, avoir des femmes dans les conseils d'administration des compagnies publiques et parapubliques. Ensuite, lorsque nous parlons de genre, nous parlons de l'entrepreneuriat qui est vraiment juste après le leadership. Et cet entrepreneuriat, on cherche à le développer à travers les chaînes des valeurs, à travers l'innovation, à travers les compagnies d'ancrage. Moi, ce que j'appelle les compagnies d'ancrage, ce sont les grosses sociétés au niveau du Sénégal qui dominent un secteur d'activité et qui ont presque une responsabilité de créer un écosystème autour d'elles. Ça veut dire que si je prends Orange ou Total ou d'autres compagnies qui parfois viennent nous voir en tant qu'ONU Femmes, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous avez des entrepreneurs, des petites PME qui vous fournissent des biens et services? Puisque c'est comme ça qu'on crée de la richesse, parce qu'eux, ils ont d'énormes budgets et avec ces budgets-là, ils peuvent inciter l'entrepreneuriat à se développer autour d'elles. Après donc le leadership et l'entrepreneuriat, nous avons les femmes comme force de travail. Les compagnies qui réussissent le mieux, ce sont les compagnies qui arrivent à avoir une bonne lecture de leur marché. Et une façon de lire son marché, c'est que votre compagnie et votre entreprise doit être un miroir de votre marché. Si aujourd'hui vous créez une entreprise et que l'entreprise, il n'y a que des hommes, vous ne pouvez pas prospérer. Puisque vous serez étonné de savoir que cette diversité dans votre équipe vous donnera accès à des marchés nouveaux et vous donnera surtout accès à de nouvelles idées. Donc moi, j'encourage toujours les gens à ne pas se mettre en ghetto. D'avoir votre entreprise et de mettre vos amis, et vous êtes 4, 5 amis qui vous venez du même milieu, vous pensez la même chose. Vous êtes en train de rater, je pense, une excellente opportunité de faire des choses beaucoup plus grandes. Enfin, je dirais les femmes, leadership, entrepreneurship, employment, et enfin les femmes comme segment de marché. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez avoir une stratégie délibérée d'attirer les femmes comme un segment de marché. Je vous donne l'exemple de certaines banques nigérianes, comme Access Bank Nigeria, qui a un département qui ne fait que ça. Ils appellent ça Banking on Women. Ils se sont rendus compte que pour que leur banque prospère et connaissent de la croissance, il est essentiel de comprendre que les femmes, nous représentons un segment de marché. Si je suis aujourd'hui une compagnie d'assurance et je n'ai pas de stratégie délibérée pour comprendre les femmes, vous ne pouvez pas prospérer. Puisque nous sommes aussi bien acheteuses d'assurance, nous participons aux décisions et nous avons un pouvoir d'achat. Que nous soyons commerçantes, que nous soyons la petite entrepreneur qui est dans la transformation, nous représentons un segment de marché que toute entreprise qui veut prospérer doit dire le produit que je vends, est-ce qu'il intéresse les femmes et comment faire pour le leur vendre. Et ça, vous n'y arriverez que si vous arrivez à intégrer dans vos équipes des femmes. Parce qu'elles vous diront c'est quoi les comportements d'achat. Et je pense que c'est très très important. Et enfin, le bas de notre pyramide, c'est vraiment les femmes en tant que membres de la communauté. Ça rejoint un peu notre participation aux décisions de notre communauté, de notre localité et comment nous, les femmes, nous nous engageons dans toutes les décisions, dans notre quartier, dans notre village, dans notre zone qui nous affectent. Donc cette pyramide
qu'on appelle le Golden Triangle. Moi, je demande toujours aux jeunes et aux entrepreneurs de le garder en tête. Moi, j'ai les 10 commandements de l'entrepreneur. Et mon premier conseil, c'est la technologie. En 2016, vous ne pouvez pas créer votre entreprise et être prospère si vous ne pensez pas digital, si vous ne pensez pas plateforme et vous ne pensez pas application. Voilà. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, de créer, il faut savoir comment atteindre votre cible, votre segment de marché avec le moindre d'effort possible. Et ça, c'est la technologie qui vous permettra de le faire. On a un exemple très récent de la dame qui a créé la plateforme Soretool et qui permet justement à ces coopératives de femmes, etc., de vendre en ligne leurs produits. Donc, technologie, ça, c'est number one. La deuxième chose que je dirais à des entrepreneurs, c'est qu'il vous faut un réseau, que j'appelle un network. Il faut choisir vos amis et il faut choisir vos partenaires. Et il faut vraiment que vous fassiez un effort délibéré, que quand vous vous levez pour aller quelque part, que vous n'allez pas voir des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, mais des gens qui ont des solutions. Voilà. Parce que sinon, vous allez rester dans vos problèmes, dans votre cercle, hein, voilà. Hein, donc, il faut aller voir au-delà de votre cercle et peut-être justement aller à des leadership talks, aller à des forums où vous pouvez rencontrer des gens qui ont des idées et que vous partez vraiment avec un autre mindset, hein, et une ouverture sur le monde. Pour être riche en tant qu'entrepreneur, il faut apporter une solution à un marché. Moi, je vois que vous avez Steve Jobs comme poster. Pourquoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur, vous essayez de regarder et vous dites, c'est quoi le problème? Et quelle est la solution que je peux apporter? Parce que c'est cette solution-là, à ces milliers de personnes, qui vous rendra riche. Je dirais aussi aux jeunes de se prendre très au sérieux. Toutes les rencontres sont importantes. Et vous devez arriver extrêmement préparé, extrêmement net et à l'heure. Moi, pour venir ici cet après-midi, je suis venue ce matin. Je ne connaissais pas le Synapse Center. Mais je ne voulais pas venir à 4 heures passées, perdu, essoufflé, en train de chercher le Synapse Center. Donc ce matin, lorsque je suis sortie avec ma fille, je suis passée pour savoir c'est où. Et j'encourage les jeunes à faire pareil. Parfois, je donne des rendez-vous et les jeunes arrivent. Madame, on était un peu perdus, hein, c'est pour ça qu'on est arrivé en retard. Non, venez même à l'avance, récupérez, préparez-vous, parce qu'il faut qu'on vous prenne au sérieux. Je dirais que le 5e point, ce sont les données. Je dirais data. Le nerf de la guerre aujourd'hui, de l'entrepreneuriat, ce sont les données. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous présentez, lorsque vous sollicitez ONU Femmes, nous avons besoin de savoir où sont vos chiffres. Voilà. Ne venez pas me dire, bon, nous sommes en train de créer un forum sur tel ou tel sujet. Je lis, nous recevons énormément de demandes. Et mes réponses, c'est combien de femmes? Quels sont les groupements? Derrière ces groupements, il y a combien de personnes? C'est ça que vous vendez. Puisque venir me dire je fais un forum, c'est parce que maintenant, dès que quelqu'un fait un forum avec 2-3 femmes, on me l'envoie. Nous faisons un forum, il y a des femmes, etc. Non, il faut me dire c'est quoi le gender machinery, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les chiffres. Et ça, je parle de ONU Femmes, donc encore plus dans le secteur privé, où lorsque vous avez une opportunité d'acquérir un nouveau client, il faut vraiment bien vous préparer et avoir toutes les données. Le point numéro 6, c'est par rapport à l'intégrité. Vous serez toujours, vous ferez face à des situations où votre intégrité sera en jeu. Et mon conseil en tant de leadership que je vous donne, c'est que parfois, il est préférable de se retirer d'une situation, de walk away from a situation, comme on dit en anglais, parce que il est préférable de garder votre intégrité que de compromettre et de le regretter. Parce que ce recul que vous avez parfois l'impression de faire devant un deal, etc.,
je ne pense, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas un échec. C'est peut-être une autre opportunité qui est en train de se présenter et qu'il faut être il faut conserver ses valeurs. Numéro 7, il faut continuer à apprendre. Moi, j'ai 46 ans et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. J'achète des livres pour m'éduquer un peu plus. Je vais à des forums sur des sujets qui m'intéressent. Vous, en tant que jeune, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, vous devez continuer à être au fait de ce qui se fait dans votre domaine d'activité. Il faut rêver et avoir des rêves grandioses. Votre marché, ce n'est pas le Sénégal. Lorsque vous faites de l'agrobusiness, de la transformation, digital technology, votre marché, ce n'est pas le Sénégal. Votre marché, c'est la région, la sous-région. Votre marché, c'est le monde. Et c'est ça que je dis toujours aux jeunes, il faut rêver hors du Sénégal. Aujourd'hui, ça peut être peut-être votre stepping stone, c'est peut-être la première phase. Mais vraiment, the sky is the limit. Hein. Vous êtes aujourd'hui en 2016, avec toutes les technologies, votre marché, c'est le monde. Faites preuve de discipline avec votre temps et votre argent. Vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, vous commencez à faire de l'argent et très vite vous commencez à dépenser, à acheter des belles voitures, etc. Et tout d'un coup, l'entreprise n'arrive pas à suivre votre style de vie et elle fait faillite. Et enfin, ça j'insiste dessus, j'en ai parlé lorsque j'ai parlé du genre, il faut avoir une équipe diversifiée. La diversité de votre équipe de travail, ce sera la clé de votre succès. Il est essentiel d'avoir autour de vous des gens qui ne pensent pas comme vous. Lorsqu'on parle des femmes, moi je vous dis toujours que c'est le business case. On a l'exemple d'une compagnie en Inde, toujours dans le secteur minier, qui a commencé à prendre des femmes comme chauffeurs pour les gros engins. Cette compagnie a réussi à réduire ses accidents de 50%. Celui-là, vous n'avez plus besoin de lui parler de diversité, qu'il faut mettre des femmes dans votre entreprise, puisque lui, c'est le business case. D'abord, sa facture d'assurance a diminué, les temps de maintenance et de réparation de ses engins ont diminué, le profit de sa société a changé. Donc lui, il sait qu'il y a quelque chose, il y a une valeur à avoir des employés et surtout de faire dans la diversité. La perspective, elle doit être un reflet de la communauté. Nous ne pouvons pas émerger en tant que pays, en tant que continent, en ayant un bras attaché derrière notre dos. Et vous savez, ce bras-là, c'est quoi? Ce sont nos femmes. Nous ne pouvons pas avoir des femmes qui travaillent la terre et qui ne sont pas propriétaires. Et moi, vous avez de la chance, je ne suis pas venue avec mon poster He for She, parce que au niveau de ONU Femmes, je pense qu'on a eu un shift dans notre paradigme. On s'est dit, pendant très longtemps, ONU Femmes a fait son plaidoyer avec les femmes. Il faut nous donner une place à la table, il faut que nous participons politiquement, il faut qu'on soit représentés. Et on s'est rendu compte que peut-être on réussirait un peu mieux en impliquant nos hommes. Et on a lancé cette campagne qui s'appelle le He for She. Et on a trouvé toutes les bonnes volontés qui ont voulu tenir ce poster et dire moi, je m'engage auprès de ma sœur, de ma femme et de mes filles. Et ça, c'est ce qu'on appelle nos He for She Champions. Je vois que Eliman Khan est là, je vois que Carlos est là. Donc, vous avez de la chance, je ne suis pas venue avec le poster, sinon j'aurais pris les photos de tous ces messieurs-là. Et c'est vraiment un engagement personnel et qui montre que vous soutenez les femmes et que j'aimerais que vous sortiez de notre discussion en ayant un peu plus vos lunettes genre avec vous, puisque parfois dans notre vie de tous les jours, on a tendance à oublier. Moi, je reviens d'Abidjan. Pour 2 jours, on a eu une conférence sur les agropoles, les zones économiques spéciales en agribusiness. Et pendant 2 jours, tous les panélistes étaient des hommes. Pendant 2 jours. Moi, étant de ONU Femmes et ayant toujours mes lunettes genre, lorsque j'ai pris la parole, je leur ai dit qu'on ne peut pas parler d'agropole, d'agribusiness et d'agriculture sans les femmes. Et
j'imagine que eux, s'ils étaient allés à une conférence où il n'y avait que des blancs qui parlaient, ils auraient été aussi offusqués, n'est-ce pas? Mais les hommes étaient tellement étonnés de mon commentaire. Parce que pour eux, ça faisait 2 jours et ça n'avait gêné personne. Voilà, que tous les panélistes qui étaient là étaient des experts et que c'était une discussion d'expertise et que finalement le monsieur s'est confus en explications qu'ils avaient invité une femme qui finalement n'est pas venue, mais vraiment on a fait des efforts, etc. Et donc vous, vraiment, je vous demande que dans le cadre de votre travail, de vos activités, d'avoir cette petite sensibilité, que lorsque vous voyez des amis qui vous invitent et qui vous font une liste de panélistes, d'invités, que vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous pensez que dans l'agribusiness, on n'a pas une femme qui pourrait en parler? Est-ce que vous n'avez pas des jeunes qui pourraient en parler? Parce que parfois aussi, nous les jeunes, on peut aller à des forums, il n'y a que des vieux qui parlent. Alors qu'ils ne sont pas forcément au fait de tout ce que vous rencontrez comme défi. Et donc, je pense que c'est très important de garder cette diversité, ce gender lens, comme j'appelle ça. Et c'est sur ça que je terminerai mon propos. Je suis très contente d'être venue. Je suis contente que Bernadette soit venue me chercher. Et c'est un plaisir d'être là. Merci. Je suis impressionnée par le fait que le groupe ait pu résumer aussi rapidement nos 30 minutes de discussion, mais c'est excellent. Non, l'intelligence collective, teamwork vraiment. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans mes 24 ans de carrière et mes 46 ans de vie, c'est que les événements les plus structurants, qui font le plus peur, qui me demandent de vraiment sortir de mes zones de confort ont été mes meilleurs moments. Et donc j'encourage tout le monde, lorsque vous êtes par rapport à une croisée de chemin, où la décision est difficile, ça vous demande parfois de sortir de votre domaine de compétence, de sortir de votre pays. Il faut le faire. Parce que moi j'ai un post sur mon Facebook, ça s'appelle Your Comfort Zone, c'est un petit cercle, and where the magic happens. Un énorme cercle. Et j'encourage les gens, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire qu'il faut sortir de ces zones de confort, il faut sortir de sa façon de faire. Moi, à chaque fois qu'on m'a proposé des postes, c'était des postes nouveaux. Donc je ne suis pas arrivée au poste de quelqu'un. Même quand je rentrais à la SFI, c'était un nouveau poste de Senior Finance Officer pour le budget de l'Afrique subsaharienne. Ils avaient envie de faire quelque chose, ils ne savaient pas comment le structurer. Il y a un autre département que j'ai créé 4 années après, c'était un nouveau département, j'ai recruté tout le monde, on était 4. Quand je suis allée au Burundi, on venait d'ouvrir le bureau, c'était des pays post-conflit qui sortaient de situations de guerre, mais ce sont ces défis-là qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Alors, comment trouver des fonds? Ça, c'est une question que tous les entrepreneurs posent, et ma réponse est très simple. Si aujourd'hui vous avez votre business dans l'agro-business, vous êtes dans le riz, comme le riz est à la mode en ce moment au Sénégal, on essaie d'atteindre notre autosuffisance alimentaire et vous arrivez à avoir dans le nord du Sénégal votre lopin de terre pour faire du riz. La question n'est pas de savoir où trouver les fonds. La question est de savoir quel outil de production vous avez besoin. Est-ce que une moissonneuse-batteuse? Est-ce un tracteur? Est-ce que c'est un peu d'argent pour financer vos intrants? La question fondamentale est de savoir de quoi vous avez besoin. Parce que la réponse à cette question vous donne tout un spectrum d'outils d'accès au financement qui ne sont pas les mêmes. Si vous êtes un docteur et vous venez de vous installer et vous avez besoin d'une machine pour faire des échographies, vous êtes un gynécologue. La question qu'on se pose n'est pas est-ce que j'ai besoin de fonds, c'est que comment faire pour me procurer cet outil de travail qui est la machine pour faire mon échographie. Au Sénégal, on a l'opportunité d'avoir une loi sur le leasing, le crédit bail.
Et le leasing, c'est une forme d'accès au financement où l'outil de production appartient à la compagnie de leasing tant que vous n'avez pas fini de payer. La plus grande compagnie de leasing au Sénégal s'appelle Locafrique. Notez ça, puisque le jour où vous avez créé votre entreprise et vous avez besoin d'un véhicule de livraison, vous avez besoin d'équipements, d'ordinateurs, etc. Le leasing, qui est un outil d'accès au financement qui est très intéressant puisque la garantie est le bien. C'est la machine qui reste le collateral, qui reste la garantie par rapport à ce produit-là. Est-ce que vous avez besoin d'un fonds de roulement? Est-ce que vous avez besoin de ressources humaines? Moi, je vous demanderai en tant qu'entrepreneur de raffiner votre question. Puisque l'accès aux fonds, il faut savoir vous avez besoin de ces fonds-là pour faire quoi? Puisque une fois que vous savez de quoi vous avez besoin, donc la réponse est très variée. Et ça, moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, vous ne savez pas aller chercher l'information. Il suffit de taper private equity, fonds d'investissement, capital risque, jeunes, etc. dans Google et vous avez toute une liste de fonds, d'ONG, de seed funding, de crowdfunding qui sont disponibles. Et de compétition, d'entrepreneurship. Moi, je suis sur le jury de la compétition de Cartier qui s'appelle Cartier Women's Initiative. C'est une compétition annuelle où Cartier, qui fait les montres, donne 20 000 $ de grant gratuitement aux PME, PMI qui appartiennent à des femmes. D'ailleurs, on a une Sénégalaise qui a gagné il y a quelques années qui s'appelle Mam Kharidjen. Moi, je suis obligée d'envoyer ça à tous mes amis. Mais les Sénégalaises ne soumissionnent pas au prix de Cartier. Je me retrouve, on nous envoie 1500 applications. Kenya, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, tout le monde a appliqué. Je suis obligée de poster ça sur mon Facebook pour encourager mes amis à partager. Quelqu'un vous dit, venez, je vous donne 10 millions de financement avec un accompagnement de McKinsey d'une année. Et pas un seul Sénégalais n'a appliqué. Waouh! Comment développer un projet? Moi, je dis toujours que je rencontre des jeunes qui veulent manger un éléphant. Vous savez comment on mange un éléphant? De toute façon, on ne peut pas l'avaler d'un coup. Donc, on est obligé de le manger par petits morceaux. Donc, ils arrivent avec des projets grandioses. Il faut le faire par phase. Je leur demande toujours, vous voulez une maison ou vous voulez un château? Parce que le project management, mettre en place un projet de développement, c'est vraiment faire, est-ce que je veux faire une petite maison? Est-ce que je veux faire une case? Est-ce que je veux faire un château? Puisque les trois choses demandent des ressources très, très, très différentes. Donc moi, je vous demande toujours de réfléchir à votre projet. Et je dis toujours en project management, l'exemple que je donne, c'est comment faire un gâteau. Si aujourd'hui on vous dit le B.A.B.A. du project management, c'est comment faire un gâteau. Pour faire un gâteau, quelqu'un dit il faut de la farine, il faut du chocolat. Non, il faut déjà savoir quel gâteau vous voulez faire. N'est-ce pas? On dit je veux faire un cake. D'accord? Donc on est d'accord maintenant sur le produit. Après cela, on dit donc il me faut des ingrédients. Vous allez au marché, acheter vos ingrédients, les choses dont vous avez besoin pour faire ce gâteau-là. Ensuite, il vous faut un four. Donc, votre projet, c'est faire un gâteau. C'est la même chose. Alors, qu'avez-vous rencontré comme contrainte? Moi, je pense qu'en tant que femme, il est très important d'avoir un support system, d'avoir un soutien. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai la même nounou qui s'appelle Rama depuis bientôt 17 ans. Rama a fait le tour du monde avec moi et ma famille. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas être ce que je suis sans Rama. Voilà. Rama a géré la maison, a géré les enfants, m'a géré. Et je pense qu'il est très important en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, d'avoir autour de soi un système de soutien, que ce soit familial, ses parents, les grands-parents. Mais tout le monde joue un rôle, sinon on ne peut pas faire les superwomen. Moi, dans le cadre de mon travail, je voyage et je sais que quand je voyage, je ne me soucie pas. Parce que j'ai plus qu'une nounou, j'ai une gouvernante qui m'épaule. Alors,
Quelles sont les opportunités qu'ONU Femmes offre aux jeunes? Mon Dieu, ça là, c'est la même question que tout à l'heure. Vous savez, toutes les grandes institutions, worldbank.org, onu.org, africandevelopmentbank.org, toutes les institutions du monde ont un programme pour les jeunes. On appelle ça les Young Professionals. Il faut le googler. Il faut aller sur le site de worldbank.org et puis regarder Young Professional Careers, les Nations Unies, même plus de ONU Femmes prennent des stagiaires, ils ont des programmes rémunérés. Mais bien évidemment, les francophones sont invisibles. Alors, vous avez accès à Internet, vous êtes sur Facebook. Oui, exact. Voilà. Vous ne faites rien d'utile. Parce que les questions qu'on me pose parfois, nous, on a un petit poste de stagiaire. 6 mois plus tard, on est toujours en train de chercher. Ça veut dire que les jeunes ne vont pas sur le site. Moi, je suis obligée de partager sur ma page Facebook. J'espère que mes amis vont liker, qu'ils vont peut-être partager avec d'autres personnes. Mais moi, je pense qu'il y a un effort de recherche que la jeunesse ne fait pas. Si vous êtes intéressé à rentrer à ONU Femmes, rentrez, faites googler, poste, stage, ONU Femmes. Enter. Et vous serez surpris de voir toute la liste des stages possibles et imaginables qui sont là, Et après, je reçois des CV du Canada, d'ailleurs, parce que justement, les gens qui sont au Sénégal, quand ils se connectent, c'est pour faire Facebook. Hein? Et d'ailleurs, Facebook, moi, j'ai parlé à l'ISM une fois, les jeunes ne se rendent même pas que votre Facebook est votre miroir. Aujourd'hui, moi, je veux mon Facebook, je veux que ce soit un Facebook où je passe des messages et des messages intéressants. Et non pas où les matins dans sa salle de bain, où les matins machin. Je vois des jeunes tchofou khalei, les femmes, la poitrine dehors. Non. Ça veut dire que quelqu'un qui regarde votre page Facebook doit savoir que vous êtes quelqu'un de valeur. Vous êtes quelqu'un d'engagé. Que vous êtes un entrepreneur, que voilà ce qui vous intéresse. Il faut qu'à chaque fois que vous êtes sur le point de faire un post et de dire est-ce que c'est un message intéressant ou est-ce que c'est un message par rapport à un ego narcissique où aujourd'hui je suis bien habillée et je fais un selfie dans la voiture. Moi, je trouve que ça n'ajoute pas beaucoup de valeur. Mais aujourd'hui, vous êtes à un Synapse Center, vous avez appris des choses intéressantes. Si vous êtes sur Twitter, vous le tweetez, vous partagez avec des gens des choses qui vous ont marqué. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant qu'avant d'aller à Synapse Center, vous avez pris votre photo avec votre truc favori et que vous l'avez posté. Hein, ça, c'est mon petit conseil. Voilà. Alors, comment valoriser le savoir? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, ONU Femmes, dans tout ce que nous faisons, nous regardons les pratiques traditionnelles et dans ces pratiques traditionnelles, nous cherchons le bon et le moins bon. Dans nos pays, nous avons ce qu'on appelle les pratiques traditionnelles comme la mutilation, les violences faites aux femmes, que nous essayons de combattre. Mais lorsque nous regardons dans la société et qu'il y a des bonnes choses qui se font comme le système de tontine, ce système de tontine, on le reproduit peut-être à une échelle beaucoup plus grande dans le Women Investment Fund dont je vous parlais. Comment s'adapte ONU Femmes aux cultures? Voilà. Alors, l'expertise de ONU Femmes, c'est vraiment le travail grassroots et communautaire. Ça, ce sont des militantes qui vont au fin fond de nos traditions, qui trouvent les chefs religieux, les chefs traditionnels, qui travaillent avec eux. Par exemple, dans certains pays où on disait que la mutilation génitale était musulmane, elles ont organisé des imams pour aller en Iran et en Turquie faire des voyages ou apprendre que justement ce n'est pas islamique, que ce sont des pratiques traditionnelles peut-être africaines qu'on essaie d'emballer dans de l'islamisme, etc., dans l'islam. Et ça, ONU Femmes le fait très très bien. Donc il est important de savoir que dans tout ce que les Nations Unies font, les cultures et les traditions sont très respectées. Sinon, on n'aurait pas de résultat. On n'aurait pas de résultat puisqu'on serait à l'encontre de tout ce qui se passe dans notre communauté et on n'aurait aucun succès. Notre continent ne pourra pas se développer sans intégration. On ne peut pas réussir. Les pays les plus sous-développés sont les pays où l'égalité des genres est le plus faible.
Donc ça veut dire que vraiment nos gouvernants là doivent se poser des questions. Si vous en tant qu'entrepreneur, vous rencontrez tous les mêmes problèmes, il faut faire quelque chose. Vous vous mobilisez, vous êtes 50, vous écrivez au président de la République, vous dites « Nous sommes des entrepreneurs, nous croyons en l'intégration africaine, voilà les procédures qui nous empêchent de nous développer. » Non, il faut écrire il faut faire quelque chose. C'est ça la différence. Moi, je suis prête à écouter toutes les personnes qui se plaignent, mais quand elles ont fini de se plaindre, je dis « What are you doing about it? » Il faut ne serait-ce qu'une petite action. Parce que cette lettre que vous pensez avoir écrite, que personne n'a lue, vous serez surpris. Parfois, ils l'ont annoté, ils l'ont donné à quelqu'un. Parfois, vous êtes plein de ONU Femmes, ils l'ont annoté, ça s'est retrouvé sur mon bureau. Et vous serez étonné que quelqu'un, peut-être à une réunion de l'UMOA ou de la CEDEAO, va dire est-ce qu'au niveau de l'OHADA, il y a une loi qu'on devrait changer qui permettrait qu'une fois une compagnie est enregistrée en Côte d'Ivoire, qu'elle puisse opérer au Sénégal, est-ce qu'il lui faut juste son numéro de taxe, est-ce que ce n'est pas nécessaire? Vous seriez étonné. Donc moi, je vous pousse, ce sera déjà mon dernier mot, à l'action. Lorsque vous rencontrez un problème administratif, etc., ne vous dites pas que vous êtes impuissant. Moi, je dis toujours, surtout aux femmes, ne nous voyons pas comme une couche vulnérable, nous devons nous voir comme une solution. Et ce sera mon dernier mot pour ce soir. Merci beaucoup.